Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la cartographie des risques. Je m'appelle Elsa Renouf et aujourd'hui je suis ici en tant que membre de la commission ERM et j'ai suivi tous les travaux du sous-groupe de travail cartographie des risques. Dans le cadre des activités de la commission technique ERM et aussi sous l'impulsion du conseil d'administration, il nous a semblé important de lancer une réflexion sur la cartographie des risques afin de promouvoir la culture ERM, mais aussi d'alimenter une dimension institutionnelle de l'Institut des actuaires avec des publications périodiques. Bien qu'une cartographie des risques n'était pas quelque chose d'innovant en tant que tel, le faire sous un angle actuariel nous a semblé complètement légitime. Dès le départ, il était important d'y intégrer un sondage auprès des actuaires et assez rapidement, lors des échanges avec les volontaires, qui étaient plus d'une trentaine au départ, il y a eu la volonté d'aller plus loin que le sondage et d'avoir une réflexion sur des risques particuliers qui méritent une attention de l'actuaire, bien que souvent présentent des difficultés de modélisation. Un certain nombre de risques ont été sélectionnés en ce sens, puis on a commencé à les étudier avec un sous-groupe particulier. Un autre sous-groupe s'est occupé du sondage et s'est appuyé sur cette sélection des risques et a également testé l'évolution attendue par branche d'activité des primes, des sinistres et des réserves. Le but de la conférence de ce jour est de partager avec vous ces travaux qui ont été faits ainsi que les résultats du sondage. Tout au long de ce travail, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et même une pandémie avec plusieurs périodes de confinement. Mais c'était un plaisir de voir qu'il y avait toujours des bonnes volontés de tout horizon, y compris géographique. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé de près, de loin à ce travail, qui ont écrit les documents, les mémos, ou qui ont même seulement participé au sondage, ou vous qui êtes présents ce soir. Je vais vous présenter 3 piliers des personnes qui ont participé à ce travail et qui vont présenter ce soir. Tout d'abord, Bastien Marbach, responsable de projet actuariel chez BNP Paribas, qui va participer en direct du Chili et qui expliquera la genèse et la démarche de ce travail. Isabelle Devine, directeur Risk Management et Développement de Périclès, qui présentera le sondage. Isabelle nous a fait collaborer avec des data scientists sur la visualisation des résultats et c'était très intéressant. On espère que vous apprécierez aussi. Et enfin, Philippe Viberguigne, consultant indépendant en finance et risk management, qui commentera les résultats du sondage par risque. J'en profite également pour remercier Samuel de l'Institut des actuaires pour son aide précieuse tout au long de ce travail. Nous avons maintenant 2 premiers résultats, 2 premiers documents sur la plupart des risques que nous voulions explorer. Voilà pour nous une bonne base pour enrichir ces travaux, éventuellement grâce à votre aide, grâce à vos retours et peut-être en attendant la prochaine édition du sondage qui permettra de détecter une perception différente des risques que nous avons sélectionnés. Je vous souhaite un bon webinaire et Bastien, je te passe la main. Merci Elsa pour cette introduction. Et bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce soir la démarche et être ici depuis le Chili. Effectivement, ça montre que malgré les kilomètres, l'Institut des actuaires est présent partout et je pense que vous l'avez vu dans la dernière communication de l'Institut. Depuis bientôt 2 ans, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du mot risque, que ce soit lié au Covid, avec le risque de reconfinement, le risque de 3e vague, et j'en passe, le risque lié au réchauffement climatique, avec le risque d'incendie, le risque d'inondation, mais aussi les risques liés au télétravail, avec le cyberrisque. Bref, on a beaucoup de risques, on est entouré de beaucoup de risques, même si certains, on ne peut pas les maîtriser. Parfois, certaines mesures sont prises par des gouvernements, par des entreprises. Pour autant, chacun d'entre nous a une vision différente de la notion du risque. Et c'est pour ça que cette démarche qu'on a mis en place et qu'a très bien défini Elsa en introduction, c'est vraiment voulu participative. Alors, dans quelle mesure elle s'est voulue participative? Si on passe au slide suivant, la volonté est d'avoir un processus d'actualisation et de mise en place d'un processus régulier de la production de cette cartographie des risques
avec une vraie volonté de vous faire participer à cette co-création. C'est-à-dire qu'on va travailler à l'analyse et à la restitution des résultats, mais on est tous acteurs dans la création de cette cartographie des risques, puisque certes, il existe de nombreuses cartographies des risques et l'idée de l'Institut n'était pas de dupliquer les travaux déjà existants, mais vraiment venir compléter tout ce qui existe. Et c'est pour cette raison que les questions étaient vraiment orientées, et on va le voir par la suite, selon vos domaines d'expertise et la maîtrise que vous aviez et que vous avez des produits d'assurance et au sein des différentes branches. La charge de travail, comme l'a dit Elsa, est très importante, et avec plus de 30 personnes dans le groupe de travail. Et pour bien mener à bien les différentes missions du groupe de travail, on s'est vraiment divisé la charge de travail en deux, avec une première partie sur l'élaboration, la construction et l'analyse des résultats, avec une aide précieuse effectivement de data scientist, et sur la partie du sous-groupe 2 que Philippe va vous présenter ensuite, c'était venir ajouter une partie sur l'analyse des risques majeurs. Alors, pas tous les risques. Peut-être qu'effectivement, vous verrez que certains risques peuvent être analysés aussi, mais l'idée était vraiment de faire un travail de recherche documentaire et d'analyse des risques. Et je laisserai la parole à Philippe qui nous en dira un petit peu plus. Pour ma part, je vais vous présenter le cycle d'actualisation de cette cartographie. Les premiers travaux ont vraiment débuté en 2020. C'est déjà presque 2 ans qu'on travaille dessus, mais parce que la phase de cadrage était très importante. Et la phase de cadrage, c'était de regarder déjà tout ce qui existait, d'élaborer ce questionnaire. Donc, quelles questions, quelles branches, quels risques, comment formuler les questions pour que vos réponses puissent être le plus claires et permettre de construire au mieux cette première version de la cartographie des risques. Et en parallèle, effectivement, le travail de documentation a commencé. Ces premiers résultats, on les a consolidés. On va vous les présenter. Donc, Isabelle et Philippe vont vous les présenter. Mais l'idée, c'est que ce soit un processus annuel. C'est-à-dire que ce premier questionnaire ne soit pas figé, mais qu'il soit en constante évolution selon ce qui peut se passer autour de nous. Et donc, de faire évoluer les questions et aussi les résultats, et regarder d'une année sur l'autre comment évolue cette cartographie des risques. Et parce qu'il nous est paru très important le point qu'a mentionné Elsa sur la publication, c'est-à-dire les travaux, et il y a beaucoup de groupes de travail et de sous-groupes au sein d'Institut Actuaires, et la communication, elle est à travers le site de l'Institut pour ceux qui veulent accéder, mais aussi la partie du webinaire, alors de plus en plus en ligne, mais on espère pouvoir très rapidement tous se retrouver, mais effectivement à travers des webinaires ou des séminaires de partage, et pour pouvoir prendre vos questions, vos interrogations, pour venir après alimenter encore mieux ce questionnaire. Je vais laisser la parole à Philippe maintenant, qui va vous présenter la partie du sous-groupe 2. Tu es en mute, Philippe. Philippe, tu nous entends? Philippe, tu es en mute. Je vous prie de m'excuser. Alors, je redis bonjour à tous, bonsoir à tous. Et en préalable, je voulais moi aussi remercier ceux qui ont travaillé dans ce groupe. Je ne les citerai pas tous, contrairement à ce que je m'étais promis, parce que j'ai trop peur d'en oublier et je leur demande pardon. Mais je les remercie chaleureusement parce que ça a été beaucoup de travail avec des réunions mensuelles, etc. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Alors, la démarche que nous avons adoptée dans ce sous-groupe qu'on appelait 2 analyses des risques, ça a été d'identifier un certain nombre de risques sur lesquels nous voulions vous faire réagir.
Pour ce faire, on est allé regarder les principales cartographies publiques, notamment cartographie de la FFA, cartographie d'AXA, cartographie du Forum de Davos, bon, qui elle est extrêmement large, etc. Et on en a extrait par une cote mal taillée une douzaine de risques qu'on n'a pas tous retenus parce que, faute de combattants, faute de temps, nous ne pouvions pas tous les approfondir et les traiter. On en a retenu un certain nombre qui figurent en slide 8. Voilà. Donc, les catastrophes naturelles, le risque de pandémie, c'était le moment ou jamais, si vous me le permettez, les risques cyber, risques de crise financière, risques liés au vieillissement de la population, risques liés à la qualité des données. Alors, malheureusement, ce risque-là, on n'a pas eu de combattants pour le traiter de manière valable. On en a eu au début et puis malheureusement, on n'a pas pu continuer. Et donc, on s'est promis de le traiter. Et puis, les risques opérationnels qui ont été rajoutés à la liste, qui ne figuraient pas forcément dans les cartographies que nous avions relevées, mais il a été jugé que nous devions absolument en parler. Alors ensuite, nous avons eu un des problèmes. Nous avons adopté une méthodologie pour nous répartir le travail et nous avons constitué des binômes de travail. Nous nous sommes mis d'accord sur une méthodologie qu'on va pouvoir regarder juste après en slide 9, une grille d'analyse commune, parce que nous voulions évidemment essayer d'homogénéiser nos travaux et répondre de façon lisible, commune. Et puis, nous avons évidemment instauré, comme dans tous les groupes de travail, des points de contrôle, des points d'avancement mensuels. Alors, si on va en slide 9, nous avons sous les yeux quelle a été la grille d'analyse. D'abord, il fallait qu'on se mette d'accord sur de quoi nous parlions, de quel risque. C'est bien gentil, par exemple, de dire, prenons le cas du cyber-risque, oui, on croit, on voit tout ce que c'est, mais précisément, si on pose la question à 10 personnes, on n'a pas forcément la même réponse. On finit par converger. Alors, on a voulu se mettre tout de suite d'accord sur la définition, qu'est-ce qu'on entend par risque 4NAT, même si ça paraissait évident, on a voulu se mettre tout à fait d'accord. Donc, on a d'abord défini les risques. Ensuite, analyser quels étaient les déterminants de ces risques. Je n'insiste pas là-dessus. J'ai donné un exemple dans la restitution concernant les crises financières. On a trouvé, bien évidemment, et ce n'était pas une surprise, que l'expansion rapide du crédit était un des déterminants. Je passe. Quelle est la dynamique des risques en question? Donc, quel est, en gros, l'impact a priori, parce que c'est un a priori, l'impact potentiel, branche par branche, sur le bilan, sur le compte d'exploitation d'une compagnie? Voilà, c'est plutôt intuitif, mais c'est assez bien corrélé à ce que vous avez pu répondre en matière d'évolution des paramètres qui ont été cités tout à l'heure. Ensuite, on a essayé puisque nous sommes un institut d'actuaires, et donc nous sommes des gens du chiffre et des modèles, nous avons essayé de trouver s'il y avait des modèles. Nous avons également essayé de trouver s'il y avait des données. Alors là, je fais une petite parenthèse. On a constaté dans un certain nombre de cas que les données étaient assez rares, hélas, et que de ce fait, c'est très corrélé, les modélisations aussi étaient rares. Pas la peine de faire des modèles si on ne peut pas les appliquer, si on n'a pas de matière pour les faire tourner et les tester. Et puis, on a regardé, bien évidemment, comment étaient traités sous Solvency II les risques en question. Nous avons également regardé quels étaient les produits d'assurance qui existaient. Par exemple, on est allé regarder dans le cadre du chantier vieillissement, risque lié au vieillissement, est allé regarder comment étaient traités, qui n'est pas tout à fait achevé entre nous, était traitée l'assurance dépendance. Voilà, on en parle beaucoup. On s'est modestement posé la question, mais vraiment très, 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 très modestement, poser la question des opportunités de produits, mais là, on s'est un tout petit peu censuré parce qu'on a estimé que ce n'était pas forcément notre rôle que de dire « Ah bah tiens, chers assureurs, chers industriels de l'assurance, vous n'avez pas pensé à ça ». On y est allé doucement. Et puis, évidemment, une bibliographie qui peut servir et qui peut être accessible sur le site. Voilà. Alors, le résultat de ces travaux,
vous avez en slide 10 un certain nombre de liens sur lesquels vous pourrez cliquer si vous le souhaitez et qui vous donnent une première publication des travaux. Bon, ces publications pourront être mises à jour. Comme je le disais, les risques liés au vieillissement de la population, la publication est imminente. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est simplement le risque maladie qui n'est pas tout à fait achevé. Et puis, je vous ai dit que les risques liés aux qualités de données n'étaient pas, je ne vais pas le répéter, n'avaient pas été traités. Et vous trouverez également un lien pour les risques opérationnels. Et donc, à ce stade, je vais redonner la parole, je pense, à Bastien, c'est ça? Merci Philippe. Oui. Alors, très rapidement, le sondage version 2021, voilà comment il s'est organisé. La première étape, et ce qui nous a paru le plus cohérent pour cette première version, c'était de considérer la classification des branches de la FFA, avec une séparation assurance de personnes et assurance de biens et responsabilités. Donc, ça a été vraiment le squelette du sondage. Ensuite, on a divisé en deux parties. La première partie, c'était plutôt des questions générales sur votre connaissance du risque, pour quel pays vous répondiez, dans la mesure où certains de nos collègues ont répondu pour des marchés étrangers autres que la France. Et également, à chaque fois qu'on rentrait dans une branche, on vous posait la question de savoir si vous vouliez répondre ou pas. Ce n'était pas en lien avec le nombre de points PPC. Malheureusement, pour certains, si vous avez répondu à beaucoup, ça ne changeait pas le nombre. C'était plutôt pour avoir effectivement votre meilleure appréciation et les réponses en lien avec votre connaissance de la branche. Et c'est pour ça que généralement, la question était couplée avec votre ancienneté ou expérience sur la branche. Ces éléments-là ont ensuite servi sur la partie d'analyse à pondérer l'ensemble des réponses. Et ensuite, on rentrait vraiment dans le cœur du questionnaire avec la partie sur l'anticipation et d'ajustement sur les branches en termes de collecte, en termes de sinistres, en termes de provisionnement. Et comme toute cartographie des risques, elle pourra avoir une matrice de mouvement et d'intensité, de savoir quelles allaient être, selon vous, les évolutions, que ce soit très fort, faible ou sans changement, et un champ libre laissé pour que vous puissiez complémenter les réponses. Et ensuite, faire le lien avec l'ensemble des risques que vient de nous présenter Philippe, c'est-à-dire de voir les facteurs de risque qui pourraient avoir le plus d'influence et avec de la même manière des niveaux d'impact pour pouvoir construire cette cartographie des risques. Et comme l'a dit Philippe, beaucoup de risques. Il est possible que tous les risques qu'on ait pris ici ne soient pas exhaustifs et qu'il en manque. Et c'est pour ça qu'on a laissé la possibilité aux différentes personnes, aux répondants, de nous indiquer s'ils estimaient que d'autres risques auraient pu être pris en compte, toujours dans le but de faire évoluer ce questionnaire et la cartographie des risques. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Isabelle qui va nous présenter les résultats. Alors, bonjour à tous, je suis Isabelle Devine. Je vais vous présenter la restitution des résultats que nous avons réalisés avec l'aide du groupe de travail et la précieuse aide de l'équipe de data scientists de Périclès Actuarial. Je vais vous indiquer le lien et on va aller cliquer dessus. Et je vais vous partager mon écran avec la page de l'Institut des actuaires où vous pourrez retrouver cette présentation. Donc, c'est affiché pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Oui.
Donc, on a d'abord récolté l'ensemble des résultats sous fichier Excel. Et ensuite, ce fichier Excel, on l'a retravaillé pour faire un certain nombre d'analyses. Et la restitution de ces résultats sous Excel, vous le retrouverez en bas de page. Et ce fichier est également téléchargeable. Donc, l'équipe de data scientists, elle est repartie également du fichier complet des réponses. Les analyses et les constructions, elles ont été réalisées sous R. Les graphiques, ils utilisent la librairie open source de Plotly. Et l'ensemble de cette restitution est en HTML, ce que vous voyez à l'écran. Donc, ce qui nous a permis de retrouver des graphiques qui sont dynamiques et qui vont permettre de visualiser tout un ensemble d'informations, que ce soit le nombre de réponses, un indice qu'on a choisi pour représenter l'hétérogénéité des réponses. Et vous pourrez également zoomer, dézoomer à l'aide d'un menu à droite qui va vous permettre d'affiner la présentation des résultats. Donc, la structure de cette page, donc on va retrouver en premier lieu la présentation, donc celle qui a été faite à la fois par Elsa, Bastien et Philippe. On a indiqué une synthèse de l'ensemble de ces travaux que vous retrouvez en seconde partie et qui vous présente les messages clés à retenir sur cette édition-là. Vous retrouvez ensuite la liste des garanties, des branches qui ont été reprises de la classification FFA, avec le code couleur en vert pour les assurances de personnes et en rouge pour les assurances de biens et de responsabilité. Si on passe à la partie résultats pour la première partie du sondage, on s'est intéressé à l'évolution de la collecte, la sinistralité et du provisionnement. Donc, on retrouve la pieuvre présentée précédemment par Bastien. Et là, on vous posait la question de savoir quelles étaient les évolutions pour chaque branche d'activité attendue pour fin 2020. Donc, que ce soit sur la collecte, sur la sinistralité, on avait inclus l'ensemble des prestations, que ce soit des rachats toutes causes, les décès ou les termes. Et au niveau du provisionnement, donc on tenait à la fois compte de la collecte, de la sinistralité et de toutes les autres causes. Et ces provisions, elles concernaient l'ensemble des provisions qui étaient relatives à une activité, que ce soit une provision mathématique, une provision technique, une PRE, PDD, etc. Ce qui permettait d'inclure l'ensemble des provisionnements. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que ce sondage, on l'a initié au moment des clôtures des comptes annuels. Donc, ce qui permettait aux répondants d'être dans les chiffres, dans la réalité des travaux qu'ils étaient en train de réaliser en actuariat. Donc, si je descends sur la restitution graphique, donc vous retrouvez ici le code couleur qui est utilisé, qui sera le même que les classifications de la branche FFA que je vous ai indiqué plus haut. Donc, en vert, on va retrouver les assurances de personnes. En rouge, les assurances de biens de responsabilité. Pour les matrices de criticité plus bas, les codes couleurs seront changés et on vous les indiquera à ce moment-là. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans ce petit menu ici, vous allez pouvoir vous amuser à vous promener dans les graphiques et ce qui va pouvoir vous permettre d'avoir un petit peu plus d'informations. La taille des polices, elle correspond à la taille des répondants. Donc, par exemple, si je sélectionne l'assurance vie, on a eu 89 réponses, alors que sur le crédit caution, par exemple, on aura 4 observations. Et on retrouve notre indice qu'on a choisi pour représenter l'hétérogénéité des réponses, qui est l'EASY, qui est un indice de Simpson inversé. Donc, pour un indice de Simpson inversé de 1, par exemple, ceci signifie que tous les sondés ont eu la même réponse. Donc, cet indice, il va de 1 jusqu'à plus 5, 5 étant la plus grande hétérogénéité. Si je prends l'exemple de l'assurance vie pour la collecte, en se posant la question de quelle était la collecte attendue pour fin 2020 au niveau de la branche vie. Donc, en moyenne, en pondérant également l'ancienneté des répondants, on obtient une collecte qui est estimée à 100 changements, avec un code EASY A5, ce qui signifie que les répondants ont répondu sur l'ensemble des
questions sur l'ensemble des intervalles qui étaient proposés. Ici, vous retrouvez, donc j'ai cliqué ici, Autoscale, et on retrouve l'ensemble des réponses qui étaient proposées. Donc, entre une baisse moyenne, baisse faible, sans changement, hausse faible, hausse moyenne et hausse importante. Voilà. Ensuite, vous pouvez sélectionner avec ce petit curseur une zone en particulier pour pouvoir zoomer une zone. Voilà, ce qui vous permet d'aller regarder plus précisément quand vous avez deux réponses qui se superposent un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie-là? Donc, les branches d'assurance de personnes ont récolté le plus grand nombre de réponses. Donc, les polices sont les plus importantes. Donc, les polices vertes sont plus grosses que les polices en rouge. Donc, on avait entre 38 et 89 observations sur les branches d'assurance de personnes, contre 4 à 49 sur les assurances de biens. Les indices, ils varient entre 1 et plus 5. Donc, on observe que les branches de personnes ont récolté le plus de réponses hétérogènes. Donc ici, vous retrouvez les graphiques pour les restitutions, pour les collectes, la sinistralité et le provisionnement. Si on continue l'analyse un petit peu plus bas, on vous a proposé aussi une restitution vous permettant d'aller à la fois sélectionner l'ensemble des branches et de retrouver sur un même graphique la collecte, la sinistralité, le provisionnement. Ce qui nous permettait, nous, de nous poser la question de savoir est-ce que la collecte, une évolution de collecte, une évolution de sinistralité pouvait être liée à une évolution de provisionnement, par exemple. Donc, sur ce filtre-là, vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble des branches. Toute assurance de personnes, donc on retrouve la collecte, sinistralité, provisionnement en vert, et également la même chose sur les assurances de biens. En zoomant, on va pouvoir retrouver un petit peu plus de détails. Donc, on retrouve une hausse faible en dessous de la zone hausse faible pour l'ensemble des trois. Et vous pouvez de la même façon retrouver uniquement la branche vie. Donc là, je vais dézoomer et vous retrouvez une collecte sans changement, une sinistralité, un provisionnement qui sont plutôt estimés à une hausse moyenne. Je vais repasser la main à... alors ici, on a indiqué un certain nombre d'interprétations des résultats. Donc, ce sont les grands messages qui nous ont semblé importants et qui accompagnent ces graphiques. Ensuite, on peut passer à la criticité des facteurs de risque. Et donc, je repasse la main à Philippe. Passe la parole, surtout. Merci. Parce que je crois que tu vas garder la main. Je vais te faire travailler en même temps. Merci beaucoup. Alors, d'abord, il s'agissait de déterminer la criticité des risques que nous avons listés tout à l'heure. Donc, c'était quoi la criticité? C'était d'essayer de voir quelle était votre perception. Je parle évidemment de ceux qui ont répondu. Quelle était votre perception d'un certain nombre de risques de ceux qui ont été listés tout à l'heure? Et donc, cette criticité, elle a été déterminée suivant deux axes. D'abord, l'impact, et puis ensuite, la probabilité d'avoir un impact. Et l'impact, on l'a classé en fonction du résultat. Bon, après avoir discuté entre nous, une proposition a été retenue qui était de calibrer l'impact en fonction de l'impact sur le résultat. Donc, un impact faible, c'est 10%, un sinistre frappe pour 10% du résultat attendu, et extrême, c'est 100%, voire au-delà. Et quant à la probabilité d'avoir un impact, eh bien, une fois tous les 50 ans, c'est exceptionnel.
Et puis, une fois tous les 2 ans, c'est quelque chose qui est considéré comme très probable. Et puis, la croisée des deux donne ces couleurs que vous avez, et donc des risques critiques, des risques fortement élevés, faiblement élevés, etc. Voilà, toute cette coloration rouge, jaune, vert que vous connaissez bien en matière de cartographie des risques. Alors, qu'est-ce que ça a donné si je vais un petit peu résumer, nous avons pas beaucoup de temps, donc ce que ça a donné, voilà, si je vais te demander si est-ce qu'on est toute branche, parce que moi je ne vois pas sur mon écran, est-ce que tu peux nous faire mon… Alors là, on est dans les CatNat, donc ça c'est l'impact du risque CatNat sur les branches, mais je voulais qu'on aille d'abord, si tu le permets, sur toute branche, c'est-à-dire un petit peu plus bas, il doit y avoir criticité des risques, toute branche. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on voit sur ce graphique, peut-être avec difficulté quand même, c'est une certaine classification. Je dirais que si je devais, en matière de probabilité impact, classer les choses, si on essaie de les classer, le risque qui serait classé numéro 1, c'est le risque de crise financière. Le risque de crise financière, on peut se demander pourquoi il est classé numéro 1, parce qu'il impacte évidemment en priorité le bilan, il va frapper la valorisation des actifs et évidemment, il va aussi frapper, le cas échéant, les chiffres d'affaires. Bon, sans entrer dans les détails. Et je n'entrerai pas plus dans les détails concernant ce risque, bien évidemment, ça sera l'objet d'autres chantiers. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'un certain nombre de risques se détachent. Risque de crise financière numéro 1. En numéro 2, si on peut dire, le risque de pandémie, c'est peut-être pas étranger à l'actualité. Le risque numéro 3, c'est le risque cyber. Je relève simplement que dans les cartographies qui commencent à sortir pour cette année, le risque cyber est classé souvent en numéro 1, voire numéro 2, et donc il est en train de monter. Là aussi, l'actualité, les grandes attaques qui sont relatées n'y sont pas étrangères. Et puis, le quatrième risque, c'est le risque de catastrophe naturelle, mais je dirais avec une grande hétérogénéité, 1, 2, 3, hétérogénéité. Il n'est pas surprenant que ce risque soit classé numéro 1 en matière de, vous voyez en noir, en matière de risque de biens et responsabilités, alors même que concernant en blanc les assurances de personnes, il n'est pas forcément très prégnant. Certes, il y a des morts pendant les grandes catastrophes, on le sait, mais ça n'est pas perçu comme étant extrêmement prégnant. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Bon, pour les autres, je suis frappé personnellement par le fait que les risques opérationnels ne sont pas forcément toujours classés comme un souci majeur. Bon, c'est significatif et probable, mais ce qui est tout à fait frappant en revanche concernant les risques opérationnels, c'est l'homogénéité. Ils sont, oui, c'est pas étonnant, les opérations, elles concernent aussi bien les assurances de paie, elles sont entre guillemets hors branche. Le risque opérationnel, il est plutôt hors branche, si je puis dire les choses ainsi, puisqu'il est inhérent, c'est un risque interne en quelque sorte, et donc il peut frapper évidemment de manière entre guillemets égale toutes les branches. Voilà. Donc voici si on remonte maintenant pour examiner l'un des risques, par exemple le risque de catastrophe naturelle qu'on avait tout à l'heure, voilà, on verra mieux quelles sont les branches. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas surpris de voir qu'en haut à droite, dans les assurances de biens et de responsabilité, les assurances relatives aux événements naturels et puis aux biens agricoles soient ceux qui sont le plus concernés. Ce n'est pas forcément surprenant et c'est même plutôt rassurant, même si le nombre de réponses en la matière n'était pas très élevé. Bon, c'est une critique
qui a pu nous être faite que d'avoir de temps en temps, mais par rapport à d'autres cartographies, nous estimons avoir eu beaucoup de réponses et nous n'avons pas à rougir du nombre de réponses que nous avons reçues. Voilà, je laisse là cette partie pour réserver plus de temps à vos questions, puisqu'il est quand même, il doit être plus de 30, plus de 18h30, et on vous laisse donner un petit quart d'heure, 18h38, on vous laisse donner un petit quart d'heure de questions. On avait encore d'autres choses à présenter, Philippe. J'ai d'autres choses à présenter, moi. Le feedback de la première édition. Non, Ah toi... oui, mais non, pardon. Excuse-moi, je ne disais pas que nous allons passer aux questions maintenant. Je me suis mal exprimé. Je disais que j'abrégeais pour que nous ayons un peu de temps pour les questions. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Alors, on a fait aussi également un feedback de cette première édition en vous remerciant déjà à tous les participants au sondage, à tous ceux qui ont également contribué au groupe de travail. Et donc, ce sondage proposait pour chaque question un champ libre de commentaires. Et ces commentaires, ils nous sont très utiles pour une meilleure compréhension des réponses et ils vont nous aider également à faire évoluer le sondage pour la prochaine édition. Voilà. De la même façon, l'analyse des risques majeurs, donc, qui est accessible sur le site, comme on l'a vu un petit peu plus haut, fera l'objet de webinaires plus sur les risques majeurs en particulier. Notamment, le premier devrait être sur les catastrophes naturelles. Alors, si on passe l'édition 2021 et 2022, donc ce qu'on peut en dire, c'est que ce sondage, c'était une première édition. Et donc, la deuxième édition, elle va apporter un autre volet, une autre vue d'analyse. Et elle va prendre en compte plus d'informations avec notamment les évolutions des réponses. Il va permettre également de continuer les travaux des sous-groupes d'analyse des risques majeurs en les complétant sur d'autres risques qui n'ont pas été pris en compte sur cette année. Et on pourrait imaginer comme par exemple le risque de qualité des données, leur utilisation et les risques modèles qu'on avait identifiés mais qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper. Le risque climatique qui est un risque très important qui remonte de plus en plus dans les cartos des risques majeurs en général. Le risque réglementaire et fiscaux aussi qui nous a été signalé. Et puis pour d'autres, là, on vous pose la question pour la suite, quel autre risque majeur vous souhaitez une analyse plus approfondie. Donc, cette deuxième édition va être aussi l'occasion de repartir sur un nouveau groupe de travail avec des nouveaux membres, des nouvelles idées et puis la possibilité de faire évoluer le sondage. Donc voilà, donc vous êtes tous les bienvenus et on vous remercie vivement d'avance pour votre contribution. J'ai fini pour ma partie. On va pouvoir passer aux questions alors. Est-ce que Pierre est là pour dire un petit mot? Monsieur Pierre Valade. Ou sinon, on peut peut-être prendre les questions. Il y avait une question avant que Pierre conclue, il y avait une question sur les corrélations. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on a pu traiter actuellement, donc ça pourrait être un sujet à prendre en compte dans le futur, mais je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires. Je sais qu'on en avait parlé, mais c'est vrai que pour le moment, ça n'a pas été couvert. Alors, on en a beaucoup parlé, enfin beaucoup, on en a parlé, et excuse-moi Elsa, je reprends la parole. Ça a été assez bien traité dans un certain nombre de risques, parmi les risques majeurs, et sans faire rougir celui qui a piloté ce binôme, il se reconnaîtra. Ça a été bien pris, par exemple, dans les CatNat.
Et puis, il me semble, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, que ça a été aussi, mais pas encore publié, vu dans les risques de vieillissement, les risques liés au vieillissement. Le vieillissement n'est pas un risque, c'est une certitude. Mais les risques qui y sont liés, ça aussi, ça a été, les corrélations ont été examinées. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Il faut le reconnaître. Et s'il y a parmi les participants des actuaires qui se sentent de taille à travailler sur ce sujet, ils sont les bienvenus. On n'a pas de questions, pas d'autres. Ah si, pas d'autres. Si on en a une, Oui. un objectif de construire des scénarios à partir de cette cartographie. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que là, on est... Vaste programme, mais oui, c'est du boulot, mais c'est une observation fort intéressante qu'on retient. C'est vrai qu'après, pour pouvoir le prendre en compte chez les assureurs, ça sera aussi sous forme de scénario. Est-ce qu'on a fait un lien avec la problématique du modèle interne? Ça a été, désolé de reprendre la parole, mais on a vu ça lors du traitement, j'ai dit tout à l'heure, il me semble avoir dit dans nos travaux, nous avions essayé de regarder comment étaient traités les risques majeurs, comment ils étaient abordés dans Solvency II. Et c'est à cette occasion que la question du modèle interne a été abordée pour certains risques, et de manière un peu liminaire quand même. Mais là aussi, c'est quelque chose de délicat parce que les modèles internes sont par définition, me semble-t-il, des choses assez intimes. Les compagnies n'ont pas forcément envie de montrer à tout le monde quel est leur modèle interne. Bon, aux autorités de tutelle, bien sûr, ça va de soi, à leurs contrôleurs, bien sûr, mais et donc nous n'avons pas forcément eu accès à ces modèles internes, bien que nous sachions quel avantage ils peuvent apporter, ça va sans dire. Donc on a pu signaler certains exemples d'avantages apportés, chiffrés même, d'avantages apportés par les modèles internes, notamment par exemple concernant, si j'ai bonne mémoire, le risque de longévité, par exemple. Mais il n'y a pas, on n'a pas, comment dire, il est très délicat de faire un travail général. Ce travail a peut-être été fait par ailleurs, ce qui prouve ma méconnaissance, mais de faire un travail général sur l'avantage comparé modèle interne, modèle standard. On sait qu'il y a un avantage, c'est évident, mais nous n'avons pas creusé outre mesure de façon générale cette question. On n'a pas estimé que c'était notre rôle et puis on ne s'en est pas senti également la capacité et ni le temps. Mais là aussi, s'il y a parmi vous des gens qui sont capables d'apporter quelque chose sur ce sujet qui serait avantages généraux du modèle interne, mais à partir d'exemples, parce que je ne vois pas comment on peut échapper aux exemples, eh bien là aussi, ils sont les bienvenus dans notre groupe de travail, avec grand plaisir. Bastien, tu as une question spécifique pour le Chili? Oui, j'ai vu la question d'Éric, si je ne me trompe pas. Oui. C'est une très bonne question et c'est très intéressant, surtout dans l'année qu'on vient de passer,
Je pense que la principale conclusion que je peux apporter, c'est il y a des risques qui sont communs, à mon avis, à tous les pays, et il y a d'autres risques qui sont vraiment gérés spécifiquement dans chaque pays. Par exemple, le Chili, on a la cordillère des Andes et on a des tremblements de terre quasiment tous les jours. Et en fait, la plupart des compagnies d'assurance sont obligées d'avoir des traités de réassurance par rapport aussi au risque de catastrophes naturelles. Donc, si je prends le risque particulier du CatNat, je pense qu'effectivement, il y a une différence bien différente aussi dans le contexte du pays. Ça, c'est, je pense, pour un risque qui est vraiment bien identifié. Et après, par exemple, si on prend le risque de pandémie, je pense que le rôle des gouvernements, et je pense que là, c'est au-delà même de la situation du pays, on prend des facteurs qui sont totalement extérieurs, puisque au Chili, si je prends mon exemple, on a passé plus d'un an et demi en quarantaine avec des couvre-feux, ce qui, je pense, paraît totalement fou pour la plupart des Français ici présents, des personnes vivant en France. Et ça a eu un impact aussi sur le Covid. Donc, on parle de pandémie. Je pense que ça a aussi un impact. Et aussi, ça a eu un impact sur d'autres risques, par exemple le risque du chômage, puisqu'il n'y a pas eu les mêmes aides de l'État qu'il y a eu dans d'autres pays. Donc, je pense que la conclusion sur cette cartographie des risques, pour certains risques, ça c'est mon interprétation, hein, peut-être qu'Isabelle et Philippe ou Elsa souhaiteront compléter, mais pour certains risques, je pense que le positionnement sur la cartographie sera la même, et pour d'autres, je pense que selon le pays, on aura des cartographies différentes. Malheureusement, on n'a pas assez de répondants pour pouvoir la construire sur l'Amérique latine ou le Chili, mais ça serait ma réponse à ta question, à votre question, Eric. Isabelle, Philippe, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, à rajouter personnellement. C'est très bien. Bravo. Alors, ensuite, on a une question sur. Non, on a une proposition d'un autre risque pour les assureurs avec l'annonce, par exemple, du nouveau modèle d'assurance poussé par Tesla. Une suggestion également sur un outil qu'on pourrait avoir ici, un outil pour définir l'appétit au risque d'une compagnie d'assurance avec une pondération fréquence-coût. Alors, une question sur la matrice qui a été présentée. Donc là, c'est intéressant. On s'est beaucoup posé la question, on a passé beaucoup d'heures à essayer de poser quelque chose sur le papier et à fixer cette matrice. Donc, c'est le consensus qu'on vous a proposé ici, tout en sachant qu'on proposait également d'utiliser la matrice de risque interne, si vous en aviez une, et qui reprenait ces grandes catégories. Donc oui, on s'est posé la question sur le résultat net et sur d'autres indicateurs. Sur la fréquence, comment elle a été estimée, c'était en concertation avec les différentes matrices qu'on pouvait connaître dans nos entreprises respectives. Et du coup, on a… C'est très classique, c'est pour les tranché fréquences assez classiques, si j'ose dire. Voilà. Sur les barèmes standards, on va dire. Voilà. Il y a une question intéressante de Guy qui pose la question: comment vous synthétisez les impacts par branche? Tenez-vous compte de la différence de taille en matière d'activité des compagnies dans les branches considérées? Je pense que ça s'est traduit par le nombre de réponses qu'on a reçues aussi et la taille des points dans la matrice. Et donc, on invite tous ceux qui n'ont pas encore participé et qui seraient sur certaines branches peu représentées dans cette version 2020, d'y répondre pour la prochaine édition, pour effectivement
contrebalancer ce poids, mais à mon sens, c'est pris en compte dans le nombre de réponses sur les différentes branches, par notre représentation en tant qu'actuaire dans les différentes compagnies. Mais c'est vrai que pour l'édition future, peut-être que, et moi j'en profite pour vous remercier de toutes ces questions, parce que il y a derrière toutes ces questions bon, on allait le faire à la fin, mais ça m'inspire quand même ceci. Vous nous aidez à progresser avec ces questions. Vous nous aiderez encore plus à progresser si vous nous rejoignez dans le groupe de travail. Mais ce sont des questions dont nous allons, dans la mesure du possible, évidemment, de leur faisabilité, etc., dont nous allons tenir compte. Alors, pareil, et cette question-là, comment prendre en compte le fait que, bon, quand c'est la méga compagnie, si j'ose dire, qui répond, et puis quand c'est une toute petite compagnie, est-ce que les réponses veulent dire la même chose? Voilà une bonne question, très difficile de répondre, mais en tout cas, il faut y réfléchir avant de répondre oui, non, parce que moi, personnellement, j'en sais fichtre rien. Je me garderais bien de répondre un truc a priori comme ça. Voilà. Mais c'est une bonne question. Mérite d'y réfléchir. Pendant ce temps, vous posez plein de questions. Alors, sur les biais, on a essayé de l'attaquer avec l'ancienneté et on est parti du principe que les personnes qui répondaient… Alors, à un moment, je crois qu'on avait, je ne sais plus si dans la version finale on l'avait, mais on voulait aussi demander le poste pour effectivement voir la connaissance sur la branche, sur le risque, mais finalement, on l'a traduit par l'ancienneté. Après, oui, des biais de réponse, je pense qu'on en a tous. Et aussi, si on a travaillé 30 ans dans la même entreprise ou si on est passé par différentes entreprises, non, on ne l'a pas pris en compte, on a juste essayé de le limiter avec l'expérience et le nombre d'années d'expérience sur la branche au moment de la réponse. Je voudrais juste préciser une chose aussi concernant les questions. Philippe, oui. Je voulais juste compléter, Bastien. Pardon, excuse-moi. Sur l'ancienneté, c'était un facteur important qu'on voulait prendre en compte. Mais ce qui nous semblait également très important, c'est de pouvoir laisser la possibilité à tout actuaire à répondre, qu'il soit junior ou avec beaucoup d'expérience. Et ce qui était important, c'est que ce sondage soit vraiment à la main des actuaires de n'importe quelle activité, de n'importe quelle ancienneté, de n'importe quel pays. Donc voilà, on voulait vraiment faire participer tout le monde. Donc on n'a pas retraité les résultats, on a essayé de garder vraiment l'intégralité des réponses qu'on a pu avoir. Non, ce que j'étais en train de dire, ça m'est inspiré par la question de Isidore, voilà, qui dit « Bonsoir, merci pour votre présentation. Peut-on parler d'une hétérogénéité dans la perception des risques cyber suivant les branches ?» Je dirais la réponse, elle est dans le lien. Il me semble qu'on a la réponse si on va se promener dans le plan en 2 dimensions, fréquence impact, et que l'on clique sur le risque cyber, on voit, suivant les branches, comment ce risque cyber se situe. Je crois qu'il y a vraiment alors pour le coup une réponse dans ce qu'on a examiné tout à l'heure, et je t'invite à aller le faire, Isidore. Voilà, allez cliquer sur le lien. Voilà, et si on a… Alors, question de Pierre-François, les niveaux sont bruts ou nets, a priori, la réponse à question d'Issia, Issia Collet, je dirais que c'est net, il me semble. C'était net ce qu'on avait retenu. Nous, on avait posé la question au sens net en matière de criticité, mais j'espère que ceci a été répondu comme ça. J'espère que les réponses ont été répondues en tenant compte de cette précision nette. Je crois que c'était marqué tout à l'heure. Voilà. Comment avez-vous les biais, Guy?
Ouais, les biais, je ne sais pas trop répondre à ça, en fait. Les biais qui pouvaient s'incruster dans la réponse, ça, c'est une question à 10 000 $. Très honnêtement, très difficile de répondre. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut répondre, chers amis. À la question de Guy Coffey, 6h53 p.m. Ah la vache, il y a 10 questions qui viennent d'arriver. Ouh là là. Bonsoir, bonsoir. J'arrive un peu comme une fleur sur la fin aussi pour intervenir, plutôt pour clore un peu les débats de ce soir. En tout cas, toutes ces questions-là, en fait, on va les enregistrer aussi. Et si s'il y a un contenu additionnel à prévoir et tout, on se conseille. Je pense que le groupe de travail se concertera pour fournir les éléments de réponse en plus. Moi, ce que je tiens quand même à remercier ce groupe de travail, c'est en fait d'avoir parti d'une feuille blanche créée dans un nombre de mois relativement limité, dans un contexte pas si évident que ça, en fait, un outil de cartographie qui est original et qui rajoute quelque chose réellement dans l'appréhension et la mesure des risques. Aujourd'hui, ce soir, vous pouvez en voir une première étape. Et par contre, en fait, c'est vrai que même si il y a des limites, même s'il y a des choses qui peuvent être complétées et améliorées, en fait, on se retrouve avec une première étape de carte des risques qui ne va faire qu'évoluer, se bonifier et s'améliorer au fur et à mesure des années. Et je pense que c'est grâce aux répondants de cette année et aux répondants qui seront plus nombreux les années suivantes que ça va se bonifier pour devenir quelque chose qui, j'espère, va devenir une communication récurrente attendue par les acteurs du marché. Et donc, en tout cas, encore, merci beaucoup à ce groupe de travail et merci beaucoup à l'Institut des Actuaires d'avoir aussi recueilli et organisé ça. Et merci aussi surtout à vous tous d'avoir assisté à cette présentation. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut compléter en plus, mais voilà. C'est très bien, je crois que c'est Benoît qui va fermer le séminaire.